einem Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, ist als ersten Deutschen die große Ehre zuteil geworden, mit dem sowjetischen Raumschiff Soyuz 31 und der Orbitalstation Salyut 6 im Kosmos zu fliegen. 26 août 1978. Le cosmonaute Zygmunt Dien quitte le centre spatial de Baïkonour pour se propulser dans l'espace. La RDA se réjouit de ce vol et le considère comme le plus grand triomphe de l'État socialiste allemand. À la base, je ne suis ni un propagandiste ni un héros. Ich möchte meinen Dank meiner Partei gegenüber zum Ausdruck bringen, den Generalsekretären unserer Partei, dem Genossen Erich Honecker, dem Genossen Leonid Ilyich Brezhnev, ihre Porträts begleiten unseren Flug. Écoutez ce qu'a écrit M. Bönisch dans le journal Die Welt. Les Saxons font comme si leur représentant dans la fusée russe était le premier homme à partir dans l'espace, alors qu'il est le énième. Ce n'est pas la performance qui me dérangeait, c'était bien entendu une performance fantastique, comme pour tout autre astronaute ou cosmonaute. Mais la propagande qui accompagnait cet événement me posait vraiment un problème. C'était typique des communistes. En Russie, ils disaient que Nikitin avait tout inventé, la locomotive, l'électricité, c'était vraiment n'importe quoi. Ich widme meinen Flug dem 30. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, meinem sozialistischen Vaterland. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, des groupes armés ainsi que des troupes de l'armée populaire nationale marchent sur la ville. Ils forment un rempart à la frontière entre Berlin-Est et Ouest. Ceci est un film de propagande de la RDA tourné en 1961. La 5e symphonie de Beethoven accompagne la construction du mur. Am 13. August 1961 stößt der deutsche Imperialismus schon hier auf die Grenzen seiner Macht. Auf deutschem Boden. Auf die Macht der Arbeiter und Bauern. Diesmal geht von hier schon seine Niederlage aus. Von der Deutschen Demokratischen Republik, deren Regierungsprogramm Frieden heißt. Après la construction du mur, la guerre froide devient une guerre de propagande. La télévision est l'arme la plus puissante, à l'Est comme à l'Ouest. Man hat unsere Staatsautorität und unsere Macht unterschätzt. Man glaubte uns nicht ernst nehmen zu brauchen und uns auf der Nase herumtanzen zu können. Wir hatten Geduld, eine wahre Engelsgeduld, um nicht Marx Engelsgeduld zu sagen. Man verwechselte unsere Geduld mit Schwäche. Und das hat sich heute als schmerzlicher Irrtum erwiesen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Die SED hat ihren Terror auf die Spitze getrieben. Sie kann ihn nicht über die Spitze hinaustreiben. Auch die Despoten haben Grenzen, im doppelten Sinne des Wortes. Das Fernsehen hat helfen können zu verhindern, dass die Schuld der SED nur Berliner Augenzeugen hatte. Es war in diesen Wochen besonders wichtig und dringend, dass Millionen sahen und fernsahen, mit dem wir es und mit wem es die Welt vor allem jenseits des Brandenburger Tors zu tun hat. Un film des forces armées de la RDA intitulé Le coup à porter. Während sich die Frontstaatpolitiker am Vorabend noch in dem Glauben wiegten, uns weiterhin schmähen, angreifen, bespitzeln und erpressen zu können, erreichte sie am Sonntagmorgen jene Hiobsbotschaft. Unser Schlag hat also gesessen. Der Staat der Arbeiter und Bauern hat ihnen seine Stärke und Entschlossenheit gezeigt. Der Schlag hat Le coup à porter. Wir waren nicht vorbereitet. Nous n'étions pas prêts. Wir waren Nous n'avions nicht pas été prévenus. Militärisch D'un point de vue militaire et tactique, war es c'était ein un chef-d'œuvre de Meisterstück discrétion der et de Geheimhaltung planification.
Même les Alliés ont dit bravo. Selbst die Alliierten haben gesagt, Donnerwetter. Le 13 août, les Berlinois sont surpris par la construction du mur. Leur déception est grande, car l'Occident, et plus particulièrement le gouvernement américain, n'intervient pas, selon les gros titres du journal Bild. C'était un scandale. On avait l'impression que la nouvelle administration n'avait pas évalué correctement la situation. Kennedy venait d'être élu président. Je lui en ai parlé par la suite et il m'a expliqué qu'il n'était pas intervenu par crainte de déclencher une guerre atomique. Bien sûr, je comprends que la situation ait été très complexe pour lui, s'il avait cette crainte. Mais à mon avis, le risque de guerre atomique était inexistant à l'époque. Et je pense que les archives le confirmeraient. Und nun erleben Sie ein Beispiel eines kranken Gehirns. Durant les premiers jours, les journalistes allemands de l'Ouest doivent se battre pour pouvoir commenter ce qu'ils voient. L'Ouest semble impuissant et la porte de Brandebourg reste verrouillée. Le gouvernement de l'Est fait porter des fleurs par des enfants aux soldats postés à la frontière, comme pour se moquer d'eux. Von den widerwärtigen Szenen, die sich in den letzten 3 Tagen abgespielt haben, ist dies wohl die widerwärtigste. Sehen wir in die Gesichter einiger Soldaten, die auf Ulbrichts Befehl eine Stadt zerrissen haben, die auf seinen Befehl die schändliche und empörende Grenze durch eine lebende Stadt gezogen haben. Da ist der eine, scharfmacherisch und fanatisch. Und dieser junge Soldat weiß vielleicht gar nicht, was er tut. Vielleicht hat er sogar Angst. Und hinter ihm wieder der verbissene Offizier. Mancher versucht, unbeteiligt auszusehen, als sei er kein Mensch, sondern nur eine Uniform. Hagenkoch, âgé de 19 ans à l'époque, a intégré l'année précédente le régiment Félix Dzerzhinsky, l'unité de surveillance de la Stasi. Après le 13 août, il rejoint les unités postées à la frontière en tant que cartographe avec une mission spéciale. Le 15 août 1961, c'est-à-dire 2 jours après la construction du mur, j'ai reçu l'ordre d'accompagner un groupe de travail dont avait fait partie Honecker et qui devait surveiller la frontière sur toute sa longueur. J'ai donc été envoyé à la frontière en compagnie de ce groupe avec une mission très spéciale. Je devais tracer une grosse ligne blanche en travers de la rue pour, comme il le disait, envoyer un message à ces personnes maléfiques. Ceci est la limite. De l'autre côté, faites ce qui vous plaît, c'est votre problème. Mais de ce côté, dans notre capitale, nous faisons ce que nous voulons. Et nous ne nous laisserons pas dicter notre conduite. Tout à fait convaincu, j'ai marché jusqu'à la frontière muni de pâtures blanches et d'un pinceau, et j'ai tracé une ligne épaisse en travers de la rue devant le café Adler. J'étais convaincu à 100% du bien fondé de mes actions. Des citoyens de la RDA tentent de fuir là où c'est encore possible. La propagande est-allemande soutient que ces mouvements d'émigration sont encouragés par l'Ouest et que cela mènera à la guerre. Les médias occidentaux se voient même comparés à la propagande nazie à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Die psychologische Kriegsvorbereitung war im vollen Gange. Aus 2 Weltkriegen bestehen Vorbilder, wie das deutsche Volk auf den Krieg vorbereitet wurde. Es kam alles wieder. Bis zur bestellten Leiche. Wie wurde es denn 1939 gemacht? So wurde der Zweite Weltkrieg vorbereitet. Unheimlich sind die Parallelen zu den Ereignissen von 1961, wie die Bilder sich gleichen. Hier ist das Studio am Stacheldraht. Hier ist das Studio am Stacheldraht. Wir bringen täglich Nachrichten. La propagande se poursuit jusqu'au barbelé. Pour répondre à l'Est qui diffuse des messages par haut-parleurs, le Sénat de Berlin-Ouest emploie la même méthode. Il envoie toute une flotte de voitures surmontées de haut-parleurs vers la frontière. Cet endroit est surnommé le studio du rideau de fer.
Chaque jour, avec une équipe d'enregistrement et de diffusion, nous parcourions les 153 km de la ligne de démarcation qui faisait le tour de Berlin. Nous allions d'une tour de sentinelle à une autre et nous diffusions des informations politiques, ainsi que des émissions qui visaient principalement à dissuader les soldats postés à la frontière de tirer sur les réfugiés. Des Allemands qui voulaient passer d'un côté de l'Allemagne à un autre. Männer der nationalen Volksarmee, eure Schande wird die ganze Welt gehen. Vergesst das niemals. L'Ouest s'équipe de haut-parleurs de plus en plus grands. Ils ne peuvent certes pas vaincre le mur et les barbelés, mais d'un point de vue technique, ils remportent la guerre de la propagande. Les haut-parleurs étaient tellement puissants que les hommes d'en face ont vite été obligés d'arrêter leurs émissions primitives et dilettantes. Quand ils se tenaient à 8 mètres de ces appareils, qui étaient réglés au maximum, ils vomissaient parce que les ondes leur perturbaient les nerfs et l'estomac. C'était efficace. De nombreux soldats postés à la frontière fuient durant les premiers jours. Un caméraman de l'Ouest observe ce jeune homme qui semble avoir une idée derrière la tête. Dès que la deuxième sentinelle a le dos tourné, il escalade la clôture. Le soir même, il passe à la télévision de l'Ouest, encore vêtu de son uniforme. Sie haben natürlich Angst gehabt bei diesem Sprung, denn es war lebensgefährlich. Selbstverständlich. Wir hatten eben den Befehl, die Leute anzurufen, festzuhalten und bei Nicht-Einhalten des Rufes eben zu schießen. Hätten Sie geschossen? Ich hätte niemals auf den Deutschen geschossen, denn das ist doch zu viel, denn ich habe auch Verwandte in Westdeutschland und das könnte ich niemals machen. Quelques jours plus tard, le déserteur passe à nouveau à la télévision. Cette fois-ci, il est interviewé sur le Kurfürstendamm. Hier so lebendig, also das ist wie im Schlaraffenland, kann man sagen, ja. Also die Schaufenster, die sind direkt überfüllt und nun möchte ich gerne wissen, ist das in Westdeutschland auch so oder ist das bloß in Berlin, dass man das jetzt irgendwie als Lockmittel für die Bevölkerung nimmt, für die Ostbevölkerung in Berlin? En 1963, le président américain John Kennedy se rend à Berlin-Ouest. La porte de Brandebourg est recouverte de drapeaux. Des troupes de la RDA passent devant avec un panneau qui porte un message. Quand l'Allemagne de l'Ouest et Berlin-Ouest vont-ils enfin devenir antifascistes et démocratiques ? Selon eux, ces revendications exprimées à Yalta et Potsdam ne seraient appliquées qu'en RDA. 300 000 Berlinois accueillent le président à bras ouverts devant l'hôtel de ville de Schöneberg. Kennedy renouvelle son soutien à Berlin-Ouest, puis prononce 4 mots qui vont rentrer dans l'histoire. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner. Après l'incroyable accueil que lui ont réservé les Berlinois, qui ont fait preuve d'un enthousiasme sans précédent en Allemagne fédérale, il s'est rendu à la mairie pour faire son discours. En chemin, il m'a appelé et il m'a demandé de lui écrire « Je suis berlinois » en allemand sur un bout de papier. Je l'ai fait dans le bureau de Willy Brandt. Et pour moi, c'est la preuve qu'à l'origine, il devait dire cette phrase en anglais. Kennedy sait manier les foules. Ainsi, il répète cette phrase plus loin dans son discours. Après son discours, Kennedy est revenu dans le bureau de Willy Brandt. Et comme je devais rester à côté de lui, au cas où il parlerait avec des Allemands, j'ai entendu son conseiller politique, George McBondy, lui dire « Je crois que vous êtes allé trop loin, Monsieur le Président ». Il avait bien compris que cette phrase était beaucoup plus forte, dite en allemand. Et je suis personnellement convaincu qu'elle n'aurait pas fait le tour du monde de la même manière s'il l'avait dite en anglais. Ces photos, elles aussi, font le tour du monde. Peter Fechter, un déserteur qui a été abattu. La police de Berlin-Ouest et les soldats américains n'osent pas affronter les patrouilles de la mort pour porter secours aux blessés. Les Vopos ne viennent le chercher qu'au bout de 50 minutes.
il a déjà eu le temps de se vider de son sang. La mort de Peter Fechter devient le symbole terrifiant de la cruauté du régime est-allemand. La mort de Peter Fechter a bien évidemment eu un impact sur le moral des troupes à la frontière. Walter Ulbricht a analysé ces répercussions. À l'époque, il y avait un mouvement qui visait les jeunes du nom de sécurité des frontières. Walter Ulbricht considérait ce mouvement comme son objectif prioritaire. Et à la fin de l'année 1962, il a donné une bannière au régiment de frontières numéro 33 pour le récompenser d'avoir tué Peter Fechter. Il leur a donné cette bannière. Qui dit « La meilleure unité, mouvement des jeunes pour la sécurité des frontières, Berlin 1962 ». C'est le seul vestige à tendance idéologique datant d'après la construction du mur, qui cherche à convaincre les soldats du bien fondé de leurs actions. C'est également la seule bannière de la RDA qui affiche le portrait de Walter Ulbricht. Wir hatten die Aufgabe, diesen Hof abzusichern. Als wir durch diese Tür traten, ging Unteroffizier Scholz zuerst. Danach fiel aus dieser Richtung der tödliche Schuss, von dem unser Gruppenführer Unteroffizier Scholz ermordet wurde. Encore aujourd'hui, on ne sait pas si le soldat Schulz a été assassiné par un passeur ou abattu accidentellement par ses propres camarades. Egon Schulz acquiert le statut de martyr. Des centaines d'écoles et de collectifs portent son nom. Son nom est censé rappeler la menace occidentale qui pèse sur la RDA, une menace qu'il faut combattre sans pitié. Mit der Mutter unseres ermordeten Kameraden Egon Schulz verneigen wir uns vor diesem Grab. Wir denken an ungezählte Tausende deutscher Arbeiter, die von der Reaktion ermordet wurden. Heute haben wir in der DDR die Macht und die Waffen, uns zu verteidigen. Voici l'émission de propagande la plus célèbre de la guerre froide. Le Schwarze Kanal, diffusé plus de 1500 fois à la télévision est-allemande. Cette émission était conçue et présentée par Karl Eduard von Schnitzler. À l'époque, la télévision ouest-allemande ne cessait d'entretenir une polémique à propos du socialisme en général et plus particulièrement de la RDA. Mon but était de contre-attaquer et d'introduire une certaine hygiène sur les ondes. Jede politische Aussage, die über den Schwarzen Kanal des westdeutschen Fernsehens ausgestrahlt wird, bietet Gelegenheit, was sage ich, sie zwingt einen Journalisten, für den sein Beruf nicht Profession, sondern Konfession ist, das heißt Bekenntnis, sie zwingt ihn dazu, der Wahrheit vom Kopf, auf den sie vom westdeutschen Fernsehen gestellt wird, auf die Füße zu verhelfen. Ainsi fonctionne le Schwarze Kanal. Schnitzler enregistre les émissions de la télévision ouest-allemande, sélectionne les passages qui lui conviennent et les commente de manière inimitable. Wenn ich sage, dass wir uns ganz herzlich darüber freuen, dass wir unseren hochverehrten Herrn Bundespräsidenten bei uns in Berlin haben. Unser Bundespräsident. Und das sagt der Regierende von West-Berlin. Sie sehen, meine Damen und Herren, wie notwendig es ist, durch gewisse leichte Schläge aufs Hinterhaupt die etwas zurückgebliebene Intelligenz solcher Leute zu fördern, die es partout nicht einsehen wollen, dass Adenauer kein Gott, Brandt kein Petrus, die Bundesrepublik nicht Deutschland und Schöneberg nicht Berlin ist. C'était encore la guerre froide et j'étais en première ligne. Les journaux de Berlin-Ouest ne sont pas les seuls à lui donner des surnoms moqueurs. Son émission est aussi peu appréciée à l'Est qu'à l'Ouest. C'est également à lui que l'on doit ce petit reportage sur le mur de Berlin destiné aux enfants. Hier stehen sie an der Grenze ihrer Macht. Deshalb hassen sie uns. Und wir hassen sie. Ist es schlecht, sie zu hassen? Wir lieben unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere sozialistische Heimat, den Frieden. Wir lieben das Leben.
Aber kann man Eltern und Geschwister, kann man die Heimat, den Frieden und das Leben lieben, ohne zu hassen? Un mur, l'ordre de tirer, des barbelés et des zones frontalières. À l'ouest, il existe une émission qui assombrit systématiquement le tableau de la situation en RDA. Cela se poursuit même dans les années 70, alors que les deux parties tentent de trouver un terrain d'entente dans le cadre d'une politique de détente. Voici un extrait de CDF Magazine, présenté par Gerhard Löwenthal. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße auch heute wieder unsere Zuschauer im unfreien Teil unseres Landes ganz besonders herzlich. Ich bin ja auch dafür oft genug angegriffen worden. J'ai souvent été critiqué parce que je mettais toujours la question de la réunification au premier plan, à une époque où ce n'était plus très courant de parler de cela en Allemagne. À cette époque, les politiciens connus comme Egenbach ou Willy Brandt avaient depuis longtemps laissé tomber cette question dans les oubliettes de l'histoire. Au contraire, je l'ai toujours mise au premier plan. Aus Sömmerda bekamen wir den Hilferuf von Dr. Gerd und Sigrun Strugalla mit ihrem Sohn Gerolf. Ausreiseanträge wurden mehrfach gestellt, doch immer wieder abgelehnt. Die Familie ist in ihrer Existenz L'appel à l'aide est une rubrique régulière de CDF Magazine. À cette occasion, les présentateurs lisent des lettres de personnes désirant sortir du territoire ou prisonnières en RDA en mentionnant leur nom et leur adresse. Nombre d'entre elles atteignent leur but. Elles obtiennent l'autorisation de sortie ou sont libérées par l'Ouest. Ils demandaient une reconnaissance internationale. Mais quand un râleur comme moi a fait savoir à tout le monde qu'il ne respectait pas les droits de l'homme, il n'était pas du tout content. Le gouvernement de la RDA considère Löwenthal comme un ennemi d'État dangereux. Karl Eduard von Schnitzler n'a pas changé d'opinion à son sujet. Le contenu de l'émission était dicté par les services secrets et le contre-espionnage. C'est là qu'il obtenait ses informations. Ce n'était qu'un exécutant et un mauvais journaliste. On sentait une grande haine chez lui. Schnitzler était un fonctionnaire payé par une association criminelle du nom de SED. En revanche, je suis un journaliste indépendant et démocratiquement légitime. Ce genre de comparaison est donc impossible. Cette antenne fait 40 mètres. Elle se dresse encore aujourd'hui dans les environs de Dresde. À l'époque de la RDA, cette antenne permettait à tout un village de recevoir les programmes télévisés de l'Ouest. Les habitants de la région de Dresde, qui ne disposaient pas d'une antenne particulière, ne pouvaient pas voir les émissions ouest-allemandes. On pouvait capter ARD sur le canal 7, ainsi que CDF sur le canal 33 et la troisième chaîne de Berlin sur le canal 39. On ne captait de CDF que par moment, parce qu'il y avait des émissions tchèques sur la même fréquence. Lorsqu'elles s'arrêtaient, on pouvait à nouveau regarder de CDF. Dans les années 70, Ralf Herrich parvient à fonder sa propre entreprise d'installation d'antennes. Sa réussite est due au fait que l'État ne peut pas et ne veut pas installer de grosses infrastructures de ce style pour recevoir des programmes de l'Ouest. C'était très cher et complexe à monter. Cependant, vous aurez peut-être du mal à me croire, mais les gens étaient prêts à tous les sacrifices pour en avoir une. Ils avaient tellement besoin d'informations, ils s'intéressaient à d'autres conceptions plus libertaires du monde, et ils voulaient découvrir des choses sur l'Allemagne. Voici la maison de la famille Krause à Altenburg en Thuringe. Eux aussi avaient installé leur propre antenne pour pouvoir recevoir des programmes de l'Ouest. Les programmes télévisés de l'Allemagne fédérale et certaines émissions politiques ont éveillé chez moi une grande curiosité. En quelques années, tout a basculé et j'ai remarqué que je me distançais de plus en plus de la RDA et du socialisme, qui ne m'avait jamais enthousiasmé, mais que je tenais pour acquis et que je connaissais depuis mon enfance. J'ai remarqué que je m'en éloignais de manière assez radicale. Cela est particulièrement dû à certaines émissions de l'Ouest qui parlaient des conditions de vie des prisonniers et d'autres sujets très extrêmes. Ça ne correspondait pas du tout à la vision humaniste et antifasciste qui nous avait été enseignée à l'école. Dossier opérationnel sur les antennes. C'est le titre que portent les documents de la Stasi sur Ralf Herrich. Les autorités se méfient de lui, bien que son commerce et la réception de chaînes ouest-allemandes ne soient pas des activités illégales.
En réalité, Ralf Erich n'a jamais été un partisan du SED. Ce commerce d'installation d'antennes était très florissant, car tout le monde, même les communistes, voulait recevoir la télévision ouest-allemande. Mais bien sûr, ils ne voulaient pas que l'antenne se voie. Et donc je prenais un malin plaisir à leur dire « Je peux vous installer l'antenne, mais elle devra s'élever au moins à 6 mètres au-dessus du toit pour que tout le monde voit que même les communistes regardent la télévision de l'Ouest. » Les informations télévisées de la RDA suivent toujours la ligne gouvernementale et sont rarement passionnantes. Der 25. Geburtstag unserer Republik bedeutet für uns Bauarbeiter eine konkrete Zielstellung in der Planerfüllung. Nun, die klare Analyse, die konstruktiven Hinweise und das intensive Studium der Materialien des 12. Plenums haben bei unseren Kollegen neue Impulse geweckt zu noch größeren Taten in der Planerfüllung. Dans les années 70, l'écrivain Stefan Heym fait une expérience. Pendant 4 semaines, il regarde exclusivement la télévision est-allemande. Puis il écrit un article qui, bien évidemment, n'est publié qu'en Allemagne de l'Ouest. J'ai voulu savoir ce qui se passait dans cette région de l'ignorance, aux environs de Dresde et ailleurs. Les gens qui vivaient là-bas étaient tellement braves et liés à la RDA et sa bureaucratie qu'ils ne regardaient que la télévision est-allemande. J'ai voulu comprendre ce qui se passait dans leur tête, ce qu'ils voyaient et entendaient. Im Kulturhaus von Espenhain überbrachte das Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED, Werner Krolikowski, den Werktätigen aus der Kohle, dem Kali- und Erzbergbau die herzlichsten Grüße und Glückwünsche des ZK der SED und seines ersten Sekretärs Erich Honecker. Le langage est du haut RDA, soigné et bureaucratique, ponctué de substantifs grandiloquents et édulcoré par les adjectifs correspondants. Les phrases requièrent de l'endurance chez l'orateur et de la concentration chez les auditeurs. Si l'on tombe par hasard sur le Schwarze Kanal, on peut immédiatement identifier la chaîne en question. Il n'y a qu'à la télévision est-allemande qu'on parle comme cela. Auf dem abschließenden Feldmeeting überbrachte das Mitglied des Politbüros des ZK der SED Konrad Naumann, erster Sekretär der Bezirksleitung Berlin, die Glückwünsche des Generalsekretärs des Zentralkomitees der SED Erich Honecker zum erfolgreichen Abschluss der Kampfgruppenübung Geballte Kraft. Peut-être que j'ai une vision déformée des choses et que ce sont eux qui ont raison de penser que l'accueil du président de la commission de révision du comité central d'un parti ami par le secrétaire général du parti local est un événement d'une telle importance qu'il mérite de figurer en première place dans leur émission. Ou bien que l'achèvement du 59e wagon d'une nouvelle série de trains est une telle preuve de la supériorité du socialisme qu'il doit venir en seconde place. La télévision est-allemande ne s'anime que lorsqu'elle parle de l'Ouest. Une émission intitulée « Le quotidien à l'Ouest » rapporte les événements qui se déroulent en RFA, du point de vue de la RDA. Armes, chômage, drogue, interdiction professionnelle. À en croire la télévision est-allemande, le quotidien à l'Ouest se constitue exclusivement de cela. Dans nos reportages, nous parlions de chômage, d'interdiction professionnelle, de crise sous toutes ses formes. Ces mots-clés revenaient tout le temps, tout comme les mots dictature, mur, barbelé et droit civil à l'Ouest. Les deux partis utilisaient ces mots sans une once d'impartialité. In der Augustenstraße 114 in München wohnt der 60-jährige Rudolf Bauer. Der frühere Verwaltungsangestellte ist seit einem schweren Verkehrsunfall erwerbsunfähig. Ce retraité de Munich va se faire expulser de son appartement. C'est ça, le véritable quotidien à l'Ouest. Le responsable de l'émission en est persuadé, même aujourd'hui. Ein bitteres Schicksal. Wo und wie wird dieser Mann das neue Jahr erwarten? À l'époque, certains reportages de la série
Le quotidien à l'Ouest suscitait des soupçons chez certains téléspectateurs. Mais je suis absolument convaincu que si je montrais ces émissions à 100 personnes aujourd'hui, dans quelque ville de l'Est que ce soit, j'obtiendrais une approbation beaucoup plus forte qu'à l'époque. Car un grand nombre d'entre eux ont perdu leurs illusions et ont eu une expérience concrète de la vie. Je n'ai honte d'aucune de ces émissions. Ich glaube, ich brauche mich für keine Sendung zu schämen. Le parti a toujours raison. Le quotidien en RDA est régulièrement ponctué de défilés et de parades. Le gouvernement veut s'assurer qu'il est toujours apprécié du peuple. Et la RDA a besoin de héros. Comme Zygmunt Jähn, le cosmonaute le plus populaire en 1978. On célèbre le lancement du premier Allemand dans l'espace. La RDA est tout en haut sur l'échelle internationale, comme bien souvent à la télévision est-allemande. Gestatten Sie mir, dem Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Sowjetregierung für das mir erwiesene Vertrauen meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Cette déclaration était approuvée et validée par le bureau politique. Elle ne venait pas de moi. Et il fallait le dire comme ça. Certains journaux, je me souviens d'un en particulier, qui avait imprimé ma déclaration dès le soir, alors que je devais la faire tôt le lendemain matin. Ils étaient persuadés que j'allais dire les choses de cette manière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le plus beau visage du socialisme. C'est ainsi que l'on surnomme Katharina Witt, à l'Est comme à l'Ouest. À 2 reprises, la patineuse sur glace remporte la médaille d'or pour la RDA aux Jeux Olympiques. Elle apporte une renommée internationale à ce pays coupé du monde. Et la RDA, désireuse de briller par ses performances sportives, la couvre d'honneur. Je n'y allais pas en me disant « si je gagne, je le ferai pour le socialisme ». Je voulais gagner pour moi et surtout pour ceux qui me regardaient à la télévision, car je recevais beaucoup de courriers d'admirateurs où on m'abordait dans les magasins et donc je voulais le faire pour les gens. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu droit à un accueil officiel par le secrétaire général. Bien sûr, j'étais contente et assez fière sur le moment. Sie, Genosse Erich Honecker, stehen als Freund des Sports immer an unserer Seite. Wir sind sicher, auch Sie hatten ein paar schlaflose Nächte. On m'avait donné un texte et j'ai dit non, je veux faire mon propre discours. Au final, le texte que j'ai écrit était encore plus flatteur que celui qu'on m'avait donné au départ. Mais pour être honnête, j'ai ressenti une profonde reconnaissance envers les citoyens et citoyennes de notre pays. En effet, j'ai toujours pensé que c'était grâce à ces travailleurs que nous disposions de tout cela, que nous pouvions pratiquer un sport gratuitement. Nous n'avions rien à payer. Et par conséquent, j'étais aussi reconnaissante envers l'État qui avait rendu tout cela possible. Ce que j'ai dit sur le moment venait vraiment du fond du cœur. Rétrospectivement, ça paraît totalement fou, mais à l'époque, c'était sincère. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich in unser aller Namen ganz besonders bei Ihnen für Ihr persönliches Interesse und Engagement zur Förderung des Sports der DDR zu bedanken. Cependant, l'ouverture internationale de la RDA reste limitée. Chaque année, la télévision retransmet en direct le discours que fait Erich Honecker pour remercier ses soldats de leur service le long du rempart antifasciste, le surnom officiel du mur de Berlin. Mit Genugtuung darf man feststellen,
Durch die Errichtung des antifaschistischen Schutzwalls sorgten wir für den Schutz unserer sozialistischen Errungenschaften und leisten zugleich einen großen Beitrag für den Frieden. Unsere Partei ist bestrebt. Politik zum Anfassen. Wort und Tat, das Wort und Tat immer übereinstimmen. Prost. Voici le secrétaire général à l'inauguration du 3 millionième logement neuf de RDA. À en croire la télévision est-allemande, le peuple a constamment des raisons de se réjouir. Tout va pour le mieux dans le beau monde du socialisme. Tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un problème était tabou. En RDA, on disait souvent « nous réglons les problèmes en allant de l'avant ». Puis on parlait une fois qu'ils étaient réglés et on ne les mentionnait plus. Nous avons réussi à construire tant de logements dans une période donnée, etc., etc. Mais on ne parlait jamais de tous ceux qui auraient pu être construits. Der Leipziger Osten, ein Wohnviertel für 100.000 Menschen. Seit Jahren verfallen die Häuser. Für die Menschen, die hier leben müssen, wird es immer schlimmer. La ville délabrée de Leipzig. Ce reportage ne passe pas à la télévision est-allemande, mais à l'ouest, dans une émission de l'ARD intitulée Contraste. Cependant, ces images ont été tournées en secret par 2 jeunes citoyens est-allemands à l'aide d'une caméra amateur. Dans d'autres reportages, ils abordent des thèmes tabous, comme l'antisémitisme ou la destruction de l'environnement en RDA. Ces films sont passés clandestinement par des sympathisants de Berlin-Ouest et diffusés sur la chaîne ARD. Et au pays des travailleurs et des ouvriers, ces émissions font un audimat plus élevé que celle de la télévision d'État censurée de la RDA. Les meilleures réactions que je recueillais avaient lieu dans les bars, à la table voisine ou au comptoir, ou à la boulangerie, là où les gens simples discutent en disant « Est-ce que tu as regardé la télé hier soir? Il y avait un tel et un tel. C'est incroyable, comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore été arrêtés? Ou alors, ils ont passé un reportage sur la pollution. C'est fou ces chiffres qu'ils ont donnés. » Durant l'été 1989, les citoyens est-allemands apprennent par la télévision de l'Ouest que la situation s'aggrave de manière dramatique. C'est grâce à ces émissions qu'ils peuvent voir leurs concitoyens fuir vers l'Ouest par la frontière austro-hongroise déjà ouverte. Des milliers de personnes désireuses de quitter le territoire se pressent dans les ambassades ouest-allemandes de Varsovie, Prague et Budapest. La télévision de l'Est, elle aussi, a un correspondant à Budapest. Mais il n'apparaît qu'une seule fois dans toute l'émission. Was ich hier in Budapest erlebe, und ich spreche in der Gegenwart, denn das sogenannte Auffanglager in Szükliget existiert nach wie vor. Dies alles gilt auch für andere Orte in Ungarn, vor allem für die Gegend am Balaton. Da wird man angesprochen von sogenannten Werbern, die einem das Leben in der Bundesrepublik in den schillerndsten Farben verheißen. Es ist der Pfarrhof. Cette déclaration n'est pas très éloignée de la ligne officielle du parti, selon laquelle ce mouvement de fuite est organisé par des passeurs de l'Ouest. Et pourtant, Dietmar Schumann n'a pas le droit d'en parler. Il veut appeler les réfugiés par leur nom et ne pas les dénoncer comme des traîtres. Nous voulions rapporter ce que l'on voyait là-bas. Nous voulions expliquer ce qui se passait au quotidien à Budapest, du premier jour jusqu'à l'ouverture de la frontière. C'est le devoir d'un correspondant de rapporter les événements qui se déroulent dans le pays où il se trouve, en particulier si les citoyens de son propre pays sont concernés. C'est ce que nous voulions faire, mais nous n'avons pas pu. On ne nous l'a jamais permis. Il faut préserver les apparences de la grande RDA. Selon la télévision est-allemande, ceux qui cherchent à quitter le territoire ne peuvent être que des personnes mal intentionnées. Man wird ja fragen dürfen, was haben Ausreißer und Flüchtige eigentlich zurückgelassen? Soziale Sicherheit, Wohnung, Arbeit, Verwandte, vielleicht in Wartburg. Aber mehr noch zählt doch wohl, dass sie vergessen haben. Moral, Anstand, beschworene Vaterlandsliebe, Charakter. Sie alle haben durch ihr Verhalten die moralischen Werte mit Füßen getreten und sich selbst aus unserer Gesellschaft ausgegrenzt. Man sollte ihnen deshalb keine Tränen nachweinen. On ne devrait donc pas pleurer sur leur sort. Cette phrase provoque la fureur de nombreuses personnes. Elle vient d'Erich Honecker lui-même.
Le jour où il a fait ce commentaire, je sais par le journaliste qui a prononcé cette phrase que ce n'étaient pas ses propres mots. Peu avant l'enregistrement, on l'a appelé et on lui a demandé d'ajouter cette phrase. J'ai appris par la suite qu'elle avait été formulée par Erich Honecker lui-même. Ça m'a bouleversé. Pour moi, un chef d'État, un secrétaire général, ne pouvait pas réagir comme ça. Il ne pouvait pas dire « nous ne pleurons pas sur leur sort, peu importe s'ils s'en vont ». Le 10 octobre, les informations télévisées sont diffusées en direct de Leipzig. On peut voir des images de la manifestation qui a eu lieu la veille. 75 000 personnes protestent dans les rues. La fin de la RDA est proche. La télévision de l'Est, elle aussi, émet en direct de Leipzig le 10 octobre. Elle diffuse ce reportage. Der Leipziger Alltag ist von fleißiger Arbeit geprägt. Erzeugnisse für über 41 Millionen Mark werden 1989 an jedem Kalendertag hergestellt. Au moment où a lieu la première grande manifestation, la ville de Leipzig est interdite aux correspondants étrangers. Et pourtant, la Stasi ne parvient pas à empêcher cet événement historique d'être enregistré et diffusé à travers le monde. En effet, les images de ces manifestations cruciales ont été filmées, elles aussi, par Siegbert Schäfke et ses amis. On a dû trouver un endroit d'où on ne pouvait pas nous voir. On s'est posté sur le clocher qui donnait sur le centre de Leipzig. On a grimpé là-haut avec l'aide du curé et on a filmé. Mais on était morts de peur, parce qu'on pensait qu'ils pouvaient nous voir des autres toits. Ensuite, on a dû emmener ce film à Berlin, puis le faire passer à Berlin-Ouest. Enfin, on est rentré chez nous en passant par les toits des maisons voisines, afin que tout le monde croie qu'on n'avait pas quitté notre maison de la soirée. Le 4 novembre 1989, la brèche s'ouvre enfin. 1 million de personnes se pressent à Berlin-Est pour la première manifestation autorisée. Les citoyens peuvent désormais choisir les slogans qu'ils écrivent sur leurs pancartes. Wir sind das Volk. Wir haben in diesen letzten Wochen unsere Sprachlosigkeit überwunden und sind jetzt dabei, den aufrechten Gang zu erlernen.